Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble au Salon ce soir et tous les soirs sur la MTV, une émission qui accompagne le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth qui se déroule au Biel. Un livre est un ami qui ne trompe jamais. C'est ce que disait le grand dramaturge et bibliophile français Pix Ricourt, dont une rue parisienne porte le nom. Et oui, le livre c'est un ami qui ne trompe jamais, un ami fidèle, un ami que vous pouvez venir rencontrer ici tous les soirs et toutes les journées jusqu'à dimanche au Salon du livre francophone de Beyrouth. Donc vous pouvez le rencontrer ici au salon ou bien le reste du temps, vous pouvez rester chez vous au salon et suivre Ensemble au Salon qui va vous tenir au courant des dernières nouveautés et des grands auteurs qui vont venir d'ici dimanche à votre rencontre. Nous commençons avec notre première rubrique aujourd'hui, Mabrouk. Aïe 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 comme je l'aime, même les jours où j'en ai vraiment marre. Dans notre rubrique Mabrouk, nous parlons de bonnes nouvelles. Et quelle meilleure nouvelle que l'attribution du prix Goncourt, le célèbre prix prestigieux que tous les auteurs attendent d'année en année. Avec nous pour nous en parler, Malaké Lahoud, bonsoir. Bonsoir. Malaké Lahoud, donc vous êtes passionnée de livres, vous êtes grande lectrice et directrice de la littérature française chez Antoine. C'est un grand plaisir que de vous accueillir sur notre plateau. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Parlez-nous un peu du prix Goncourt qui a été décerné hier. Voilà, donc le prix Goncourt, c'est comme vous venez de le dire, le prix littéraire le plus prestigieux que tout le monde attend. Et chaque année, c'est vraiment la surprise, l'attente et tout. Et donc pour cette fois, donc ça a été vraiment une surprise. Le prix a été décerné à Éric Vuillard pour son livre L'Ordre du jour. Voilà. Aux éditions Actes Sud. Alors il faut savoir que les éditions Actes Sud donc, en sont à leur 3e prix Goncourt. Ah oui. Donc le premier était avec Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta. Le second c'était Ferrari. Et le troisième, là en 2015, c'était Boussole de Mathias Sénard. Et alors le livre d'Éric Vuillard, en fait, c'est un livre très court, 160 pages. Mais c'est vrai que c'est un livre court, bref, mais c'est un livre dense, en fait, dans la profondeur de ce qui est écrit. Et dans l'écriture. Et dans l'écriture. L'écriture est très belle et vraiment jolie, sublime. Et le sujet, c'est en fait, ça se passait à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque du nazisme, à la veille de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche-Hongrie par l'Allemagne. Et donc, donc l'auteur dénonce un petit peu, il montre on dit les crapuleries de l'histoire, en fait, donc toute la corruption des grands industriels allemands, donc qui soutenaient le régime nazi. Voilà. Et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, en fait, que j'ai lu d'une traite hier soir quand vous me l'avez. C'est vrai qu'on le lit vite, donné. mais c'est épuré et tout, mais en même temps, on peut revenir on peut le lire plusieurs fois parce qu'en fait, il donne à réfléchir. C'est vraiment très dense. Il écrit Éric Vuillard comme on décrit en fait. On voit qu'il y a un cinéaste derrière, puisqu'il est romancier et cinéaste également. Oui. Donc on le sent, on sent qu'il y a ça. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui m'a interpellée dans ce livre. La littérature permet tout, dit-on. Il le dit au début du livre. Vous qui aimez tellement la littérature, vous pensez que ça permet tout? Alors ça, on peut en parler pendant des heures. Oui, la littérature permet de réfléchir, de poser des questions, de poser un tas de choses. Et oui, d'apprendre beaucoup de choses, de se divertir également. Tout à fait, voilà. Donc c'est vrai que la littérature permet tout, oui, c'est vrai. Et on va parler également d'un autre prix qui est le prix Renaudot, également un autre prix attendu. Alors juste avant de parler du prix Renaudot roman, je voudrais aussi parler, puisqu'on a parlé des éditions Actes Sud, donc les éditions Actes Sud remportent aussi le prix Renaudot Essai, qui a été décerné à Justine Augier. Justine Augier qui est connue à Beyrouth parce qu'elle a vécu à Beyrouth et qui s'appelle De l'ardeur. Voilà, donc c'est un livre en fait bouleversant parce qu'il raconte la destinée de Razan Zaitouna, donc qui est une journaliste qui a beaucoup souffert là durant les derniers événements de la guerre en Syrie. Le livre est très fort et je pense qu'il a aussi mérité la récompense.
qu'on pense. Excellent. Alors pour le Renaudot classique, le Renaudot roman, donc c'est la disparition de Joseph Mengele. Donc qui est en fait, alors c'est curieux parce que c'est un petit peu le même sujet que le Mais c'est ça, ça se passe à la même époque. Non, c'est pas tout à fait la même époque. En fait, c'est juste après. Oui. Donc Joseph Mengele, qui est-il? C'est un médecin en fait de nazi. Et donc c'est bien après la guerre, donc à l'époque du procès de Nuremberg. Donc lui, il est recherché. Et là, le livre raconte sa traque en fait. Donc ça commence en Argentine. C'est un style complètement différent. Aussi, voilà, mais c'est vraiment aussi très fort parce que l'auteur a mis des années à écrire ce livre parce qu'il a fait beaucoup de recherches pour découvrir un peu ce médecin mystérieux qui en fait, on va voir que dans le livre aussi, le médecin est rongé aussi par les remords parce que de tous les crimes qu'il a commis. Bon, c'est fou combien la guerre continue d'inspirer pour les romans. En fait, on ne va pas parler de guerre maintenant, on va parler juste avant de terminer de vos coups de cœur à vous, Malaké Lahoud. Vous lisez combien de livres par mois, disons, et quel est votre livre préféré? C'est mon métier, donc j'ai de la chance de faire ce métier parce qu'en fait, je suis payée pour lire. Voilà. Quelle chance. Alors, je lis beaucoup de livres. Bon, combien, je ne sais pas, mais oui, je lis beaucoup. C'est mon travail, donc on va dire aller en moyenne 2-3 livres par semaine. Et quelquefois, il y a des livres dont je retiens parfaitement l'histoire, d'autres que j'oublie, d'autres que je lis en diagonale, d'autres que je dévore ou que je relis. Donc c'est comme ça. Alors mes auteurs préférés, il y en a beaucoup. Parmi les contemporains, les Français, j'aime beaucoup Modiano, qui avait eu le prix Nobel de littérature. J'aime aussi beaucoup d'auteurs. J'aime Laurent Godet, on en a parlé tout à l'heure. J'aime Mathias Sénard. Il y en a tellement. Voilà, il y en a beaucoup. Et j'aime bien les auteurs américains aussi, comme Paul Auster, comme Russell Bank. Excellent. Merci beaucoup, Malaké Lahoud, pour ce passage sur ce plateau, pour cette inspiration, pour la lecture également. Et merci également à la librairie Antoine qui nous prête gracieusement ses ouvrages pour préparer cette émission. Merci. Au revoir. Seule, je suis revenue. Je monte les marches vers le toit. Dans la pénombre, ta voix. Où es-tu? Je ne veux plus le savoir. Loin d'ici, referions-nous connaissance? Je suis revenue, les marches me mènent à toi, mais je ne désire plus que le silence. Je replonge dans mon passé sans nostalgie, et tu es encore en moi. À présent, notre rubrique tant attendue et quotidienne, Silence on tourne, sponsorisée par la SGBL. Bonsoir Rita Basile. Vous allez bien? Donc, on a vu le petit trailer de votre documentaire Mounir Aboudebs à l'ombre du théâtre. Vous êtes réalisatrice, vous êtes également poète. Pourquoi avez-vous eu envie de mettre en lumière cet homme de théâtre en particulier? Oui. Alors, vous avez bien fait de rappeler que je suis poète parce qu'en fait, au départ, il y a eu une rencontre poétique, une vraie tempête entre Mounir Aboudebs et moi. J'ai lu mes poèmes dans la magnifique, envoûtante magnanerie où résidait Mounir Aboudebs, décédé il y a 1 an, à Freike. Et donc, je connaissais Mounir surtout par la poésie et j'ai découvert que ma génération ignorait totalement le rôle fondateur que Mounir a eu dans la construction du patrimoine dramaturgique du Liban. Donc, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. À propos de cet homme si différent, qui a fait du théâtre si différent. Tout à fait, n'est-ce pas? surtout qu'il a été le fondateur de la première école de théâtre au Liban dans les années 60, grâce à l'aide, au soutien du Festival international de Baalbek. Donc je me suis dit, comme j'avais un pied dans le cinéma, dans les festivals, je me suis dit, il faut absolument faire un film. Plaire au public n'était pas vraiment le premier souhait de Mounir Aboudebs. Il faisait du théâtre différemment. Parlez-nous un peu de cela. Comment vous avez pu mettre cela en évidence dans votre documentaire? Oui.
Alors, il y a eu 2 temps. Mounir Abou Dabs a été très très connu par la génération de nos parents dans les années 60 parce qu'il a accompagné vraiment l'essor du Liban, les Rahbani. Il était responsable de la disposition des acteurs. Il a travaillé énormément avec les Rahbani, donc à Baalbek. Il a vu passer Kulthum, Béjar, Nourieff, Nicolais. Et donc, son théâtre a été très bien accueilli dans les années 60. C'est sa deuxième période, après son retour, parce que je vous ai entendu parler de la guerre. Ce qui est fascinant chez Mounir, c'est qu'il n'a jamais traité de la guerre. Et donc, ça change, hein? Oui, ça nous change. Oui. Ce qui n'est pas le cas de ma poésie. Donc, je me suis un peu agrippée à ce personnage tellement pacifiste qui a échappé à la guerre. Il a laissé passer la guerre. Ça se voit que vous êtes poète, Rita Bassil. Donc, voilà. Et la deuxième période, donc c'est son retour au Liban où il a été de plus en plus en retrait. Alors déjà, son théâtre a été très expérimental. Avec Nicolais, il va découvrir que l'immobilité est un mouvement. Donc je pense que seuls les poètes ont compris Mounir parce qu'il a été vraiment très isolé dans la deuxième partie de sa vie. D'ailleurs, Roger Assaf l'exprime dans mon documentaire parce que dans les années 60, le théâtre était une plateforme de contestation sociopolitique qui est en elle très intéressante, sauf que Mounir n'a pas du tout adhéré à ce mouvement. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup fascinée parce que voilà, j'ai voulu comprendre un peu ce personnage. Et nous le faire comprendre également. Voilà. C'est un peu ça. Donc Mounir Abou Dabs à l'ombre du théâtre, ça sera projeté ce soir à 19h30 à la salle Montagne du Biel. Après l'hommage que vous allez lui rendre à 19h, un peu plus tôt, en présence des membres de sa famille. De ses proches et des acteurs qui l'ont accompagné les dernières années de sa vie. Merci beaucoup, Rita Bassil. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je remercie la MTV, l'Institut français et voilà. Merci. Excellent. Merci pour votre passage. À présent, on s'arrête avec une petite pause publicitaire. Et notre fusée démarre avec notre rubrique Destination Ambition en partenariat avec l'ESA qui parle d'éducation. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Maxence Duhaut, directeur académique de l'École supérieure des affaires, et Rima Souaïdan. Bonsoir. 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 Maxence Duhaut, donc vous qui êtes directeur académique à l'ESA. L'ESA, c'est certes un très beau campus et c'est ce qui fait aussi sa spécificité, mais ce sont surtout des formations très intéressantes, des formations diplômantes. Parlez-nous de ces formations en particulier, de ces programmes. Alors oui, à l'ESA, nous proposons actuellement 8 diplômes, 8 programmes diplômants. Ces programmes sont proposés à la suite d'un processus de construction simple. Nous travaillons avec les entreprises pour identifier leurs besoins et nous travaillons avec des partenaires académiques très prestigieux comme HEC Paris, comme ESCP Europe, afin de déterminer avec eux les contenus de cours, les contenus scientifiques, de disposer de leurs professeurs qui viennent à Beyrouth et enfin, dans la plupart des cas, de disposer de leurs diplômes qui sont délivrés à nos étudiants. Sur ces bases, nous proposons pour des étudiants sans expérience professionnelle un bachelor, un BBA, un Bachelor in Business Administration. Donc c'est une licence, c'est ça? Une licence, exactement, oui, tout à fait. Avec l'ESSEC Business School, à l'issue desquelles les étudiants peuvent aller à Paris pour poursuivre leurs études et obtenir le diplôme de l'ESSEC qui est numéro 1 en France. Il est également possible de suivre un master international en management pour approfondir les contenus en management pour des étudiants de notre bachelor ou des étudiants qui ont suivi une licence ailleurs, dans une autre université. Ce diplôme permet d'obtenir à l'issue des doubles diplômes avec ESCP Europe, Neoma Business School, Schema ou encore l'Université de Poitiers. Que de partenaires. Oui. Enfin, pour les professionnels, nous avons une gamme de 5 masters, dont 3 masters spécialisés dans les domaines du management pour la santé, pour le marketing et la communication et la finance, et puis 2 MBA, un MBA pour des personnes qui veulent booster leur carrière, des jeunes d'une trentaine d'années qui veulent aller plus loin avec un esprit entrepreneurial, et puis un Executive MBA que nous délivrons avec ESCP Europe, classé 10e au Financial Times dans le monde. Executive MBA qui permet à des top managers de perfectionner leurs compétences en Strategic Leadership. C'est excellent. Enfin, le dernier diplôme est un DBA, un doctorat in Business Administration que nous avons mis en place avec le soutien scientifique de l'école doctorale de management Panthéon-Sorbonne
et qui permet pour des professionnels de formaliser une recherche qui les aide à mettre en forme les acquis de toute une vie, les acquis qu'ils ont eus dans leur vie professionnelle sous la forme d'un doctorat, d'une recherche utile pour le Liban. Excellent. Donc autant de diplômes pour accompagner le marché du travail toujours plus exigeant, c'est ça? C'est notre objectif prioritaire. Excellent. Rima Soueidan, bonsoir. Vous êtes responsable des programmes à l'ESA. Parlez-nous un peu donc de ces programmes de spécialisation. Oui, tout à fait. Donc nous avons 3 programmes spécialisés à l'ESA. Le master de spécialisation en marketing et communication qui s'adresse aux personnes travaillant dans le domaine du marketing. Je voudrais préciser pour ce programme que nous avons été élus par l'Universal parmi un des 3 meilleurs programmes de marketing dans la région MENA. Ensuite, merci. Ensuite, nous avons le master exécutif en management de la santé, donc qui s'adresse à toutes les personnes travaillant dans des établissements de santé, que ce soit industrie pharmaceutique, hôpitaux, laboratoires, entre autres. Et nous avons enfin l'executive master in financial management, qui lui s'adresse aux personnes travaillant dans la finance. Donc, la structure de ces programmes est un peu la même. Ce sont des programmes qui sont destinés à des professionnels en activité. Donc, l'emploi du temps est aménagé, ce qui va permettre à nos étudiants d'allier leur expérience professionnelle qui est très dense avec leur cursus à l'ESA. Et enfin, je dirais que le point fort de nos programmes reste nos partenariats et le double diplôme, qui reste un des points forts de nos programmes. Par exemple, pour le master en marketing et communication, le diplôme sera délivré par EACP Europe, qui est une très grande école de commerce, qui est connue pour être une des très grandes écoles de commerce dans le monde. Et pour le master en management de la santé, le diplôme sera délivré par le HESP de Rennes, en France. Excellent. Vous parlez beaucoup de partenaires. Donc, comment vous choisissez ces partenaires? Sur quelle base? Alors, lorsque nous décidons de construire un diplôme pour répondre aux besoins des entreprises, il y a 2 points que nous considérons. La qualité. La qualité que peut nous apporter le partenaire dans la conception des programmes, la qualité de l'enseignement. Est-ce que le partenaire saura construire avec nous une formation utile pour les Libanais, utile pour les entreprises de la région. Et puis le deuxième critère, il faut le reconnaître, c'est la marque. Il est important pour nos étudiants de bénéficier d'un diplôme prestigieux et de bénéficier de marques comme HEC Paris, numéro 1 en France, l'ASDA Bocconi, numéro 1. Des labels de qualité, quoi, c'est ça. Ça aide inévitablement dans une carrière, c'est une clé supplémentaire pour nos étudiants et c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent pour eux à l'issue de leur programme. Excellent. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Merci. Merci. Comme s'il y avait rien à dire, j'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser. Dans notre clin d'œil ce soir, nous annonçons une table ronde qui aura lieu demain, un débat qui se déroulera à 16h30 à la salle André Jdid autour de 3, dont 1 de plus. C'est ça, n'est-ce pas? Avec nous pour nous en parler, Nora Awada Naoufal, qui est journaliste et modératrice du débat. Nora, bonsoir. Bonsoir Elsa. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Parlez-nous un peu plus de cette conférence dont le titre est tellement intéressant et qui se base sur cet ouvrage-là de Dr Sami Richa, 3, dont 1 de plus. Alors c'est le deuxième ouvrage de Sami Richa. Le premier était sur la psychiatrie au Liban, avec son regard sur la psychiatrie, parce que il est lui-même psychiatre. Là, il est vraiment en tant qu'auteur. D'ailleurs, il n'y a plus le terme docteur devant Sami Richa. C'est un roman, donc un premier roman qui est assez court, qu'il a sorti chez l'Harmattan, dans lequel il se met à la place d'un papa, d'un enfant handicapé, puisque l'enfant qui s'appelle Eric dans l'histoire est atteint de trisomie 21. Et il s'imagine, c'est pas son cas à lui, on lui a beaucoup demandé si c'était autobiographique, pas du tout. Il a 2 enfants et il imagine ce 3e enfant qui aurait pu naître avec un handicap, celui de la trisomie. Oh là là. Et imagine le combat de ce papa. D'abord pour l'accepter, pour aller au bout de cette grossesse, pour apprendre à l'aimer et pour apprendre à l'insérer dans la société dans laquelle on vit. C'est pas mal du tout. Hein. À qui s'adresse ce débat, Nora? À votre avis, donc, qui serait intéressé par venir participer à ce débat? Et quels sont les personnages que vous allez interviewer autour de la table? Alors, il y aura lui, bien sûr. Il y aura le docteur Sami Richa qui sera là. Il y aura Marie-Thérèse Red Badawi qui est psychologue, psychanalyste. Il y aura le docteur Bernard Gerbaka qui est chef de service de pédiatrie de
l'Hôtel Dieu. Et il y aura Madame Fadia Safi qui est directrice de Césobel, co-créatrice de cette école pour handicapés. Et on a vraiment souhaité avoir plusieurs personnes pour suivre l'étape auquel que les parents suivent. D'abord aller voir un psychologue, puis un pédiatre, puis ensuite trouver des établissements, des associations pour les aider. Donc évidemment, les parents peuvent être intéressés. Ceux qui ont lu cette œuvre en curieux, comme moi j'ai pu le faire, c'est-à-dire qui découvrent ce handicap, qui s'imaginent ce qu'un parent peut ressentir. Et puis des membres associatifs, des différentes écoles qui peuvent entourer ces enfants-là. C'est ouvert à tout ce public et c'est vraiment très important, surtout donc d'accompagner et de conseiller cette famille qui a ce genre de situation. C'est vraiment un combat au quotidien qui est livré. Noura Ouadanaoufal, à quel point une journaliste libano-française comme vous est intéressée par ce salon? Qu'est-ce que vous aimez dans ce salon? Les odeurs, les livres, les activités, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ce salon du livre, forcément, c'est un des moments phares pour l'Institut français du Liban. Donc pour tous les journalistes francophones et trilingues de manière générale au Liban, c'est une chance de pouvoir s'instruire, s'informer, se cultiver. Beaucoup d'auteurs viennent comme tous les ans, donc tout simplement s'enrichir, avoir l'occasion de parler à des personnes qu'on a lues, découvrir des nouveaux auteurs, faire vivre la scène aussi libanaise et les maisons d'édition libanaises. C'est aussi l'occasion pour tous ces acteurs de se côtoyer alors que souvent chacun est un petit peu dans son coin. Donc pour nous, en tant que journalistes, on a un peu tout le monde là sous les yeux. Pour vous aussi, et c'est Elsa. super de mettre des visages sur les noms des auteurs qu'on lit et qui nous font rêver. Merci beaucoup. C'est demain à 16h30. Voilà, 16h30, salle André Chédid. Merci Elsa. Excellent, merci pour votre passage. À présent, une petite pause publicitaire. Dans cette rubrique, nous mettons en évidence des auteurs, des éditeurs de la littérature jeunesse. Avec nous ce soir, Jo Witek. Comment allez-vous? Donc Jo, c'est une femme. C'est pas Jo, c'est Jo, c'est ça? C'est ça, c'est Jo. Très bien. Et Rudy Martel, qui est éditeur. Rudy Martel, vous êtes éditeur chez Benjamin Média. Vous éditez de très beaux livres pour enfants comme Le Papa-Maman, cet ouvrage que j'ai entre les mains. J'ai adoré le titre. Je pense que 2 mots résument tout. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Le sujet. C'est un livre qui a été écrit par Angelina Galvani et illustré par Zeina Abirached. Oui, j'ai deviné notre Zeina Abirached. Libanaise qui a un pied aussi à Paris. Elle vit entre les 2 pays, je crois. Et c'est une histoire d'aujourd'hui puisque c'est l'histoire d'un papa fragile qui fera tout à la maison puisque la maman n'existe pas dans l'histoire. Et on est sur la famille recomposée. La thématique, en fait, c'est la famille recomposée. Donc, il va être enlevé par une sorcière et c'est les enfants qui montent à Paris pour aller délivrer le papa-maman. Quel thème profond pour une société de plus en plus en besoin de ce genre de choses, n'est-ce pas? On a besoin de ces ouvrages actuels qui dépeignent la société moderne. Qu'est-ce qui vous inspire finalement? C'est ça les thèmes d'actualité, la société actuelle? Moi, je cherche des histoires qui me touchent. En fait, j'aime être touché par les histoires. J'aime les histoires plaisir, en fait, porteuses de sens. Et là, on est en plein dedans puisque l'enfant va prendre énormément de plaisir, soit à lire le livre, soit à l'écouter. Et en toile de fond, il y aura des thèmes assez forts quand même sur l'esprit d'initiative des enfants. Dans le catalogue de Benjamin Média, c'est souvent les enfants qui viennent à la rescousse des parents. Et autre thématique aussi, la famille recomposée. On vit dans une société qui est de plus en plus mosaïque au niveau religieux puis au niveau familial aussi. Justement. Moi, j'aime bien éditer des livres qui sont, qui reflètent la société d'aujourd'hui. Des miroirs de la société. Ouais. Et parmi d'autres ouvrages, il y a celui-là, Noir le Corbeau. C'est un livre. Oui. Il y a donc le sonore là. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la version en braille pour les enfants malvoyants. Donc, c'est super. Oui. C'est une démarche qui est unique en Europe, c'est-à-dire on doit être les seuls éditeurs en Europe à proposer pour chaque ouvrage en option, on ouvre les pages, le livre adapté à la déficience on ne voit rien, voilà. Mais il y a l'écriture en braille. Vous avez du gros caractère à gauche pour les malvoyants et du braille intégral à droite pour les aveugles. Donc pour ne marginaliser personne finalement, c'est ça. Avec une même histoire, mais 3 supports différents, on arrive en fait à amener tout le monde à lire la même histoire. Excellent, excellent, vraiment. Merci. Bravo. Et Jo Witek, que vous vous adressez à une tranche plus âgée, d'enfants plus âgés, disons des 9 à 13 ans, plutôt des adolescents, des préadolescents. Cet ouvrage-là, Mantine privée de réseau, j'ai beaucoup aimé. Ça parle à l'âge de ma fille qui a 11 ans. Donc parlez-nous un peu de ce défi d'écrire à cette tranche de la jeunesse. En jeunesse, l'avantage de la jeunesse, c'est qu'on s'adresse à un lectorat qui va quand ils ne savent même pas encore lire pour les albums, jusqu'aux romans noirs que je peux écrire par ailleurs, qui
qui s'adresse aux grands ados, jeunes adultes. Donc c'est cette force de la jeunesse que j'aime moi en tant qu'auteur. Mais c'est très délicat de parler à cet âge-là. Déjà, leur parler en direct, c'est difficile. Écrire des histoires pour ces pré-ados, ces ados, il faut vraiment beaucoup de tact, n'est-ce pas? Je crois qu'on puise dans notre propre adolescence et notre enfance quand on s'adresse à un lectorat jeune, mais sinon, c'est pas très différent que d'écrire pour les adultes. Simplement, mon héroïne a 13 ans. Voilà. D'accord. C'est quoi l'histoire en 2 mots? Avec Mantine, j'avais envie de parler d'intelligence. De plus en plus, la culture, les jeunes qui aiment se cultiver ne sont pas forcément les plus populaires des collèges. En tout cas, en France, ça se passe comme ça. Et j'avais envie de reparler d'une jeune fille comme ça qui, elle, aime lire et va finir par pouvoir le dire haut et fort. Elle aime se cultiver, mais au départ, c'est vécu comme un handicap. Et c'est parfois un handicap au collège pour certains adolescents que d'aimer ça. Voilà, Mantine est une petite qui fait beaucoup de bêtises par ailleurs. Elle est précoce. Alors c'est vrai qu'avec cet ouvrage, j'ai rencontré beaucoup de jeunes précoces aussi, qui parfois la précocité peut être vécue comme un handicap. C'est pas forcément ce qu'on peut imaginer que d'être en avance. Enfin, c'est une façon de penser bien particulière. Et voilà, j'avais envie que ce soit une héroïne précoce, aussi insolente qu'intelligente, on va dire. On le remarque au fil du roman. Vous avez d'abord été comédienne, conteuse, puis animatrice d'ateliers de théâtre pour enfants et aussi journaliste et scénariste. C'est polyvalent, c'est tellement polyvalent pour une personne. Pourquoi finalement vous avez opté pour ce choix-là, écrire pour les jeunes? C'est mon chemin, tout ça. C'est un chemin d'écriture entre le journalisme et devenir romancière. Tout ça, pour moi, est un seul et même chemin. J'ai fait de la maxime de Marguerite Duras, écrire tout le temps n'importe quoi, la mienne. Et je ne dis pas que j'écris n'importe quoi. Pas n'importe mais quoi, l'écriture, il y a la seule façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. Voilà, c'est mon parcours. Tout ça me nourrit aujourd'hui. Voilà, c'est aussi un besoin parfois d'écrire, on a envie de faire sortir. C'est une urgence, c'est une nécessité, c'est une respiration, mais c'est très intéressant de pas. Je déteste l'enfermement qui est un de mes sujets récurrents, puisque dans tous mes romans on parle de ça, ne pas se laisser enfermer ni dans un milieu social, ni dans ses certitudes. Voilà. Donc je suis aujourd'hui en jeunesse, j'aime aussi, j'ai envie d'aller ailleurs encore. Voilà, l'écriture est un voyage. On attend la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre passage sur notre plateau. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que notre émission Ensemble au Salon prend fin pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure. Et rien n'a de sens, et rien ne va. Tout est chaos.